Mido wezona, emekene le mikpono, efide. Egbelo, mikalo hodo, emieto, ehwehwe wenho. Nietone, eno yobe, beneto san ho e bononi danrome. Mialo hodo, ehoho wenho. Cette série va se terminer en 3 vidéos partant sur les lieux à visiter du nord au sud avec d'autres petits détails. La vidéo précédente parlait du royaume de Ouida et celle-ci nous parlera d'un autre royaume voisin chéri par la majeure partie des Béninois. Il s'agit du royaume Khola, encore appelé Grand Popo. Grand Popo, ville côtière située entre la lagune et l'océan dans le sud-ouest du Bénin, est un lieu chargé d'histoire et de culture. Bordé par l'océan Atlantique et traversé par le fleuve Mono, il avait fini par surplanter Ouida et Agoué grâce à sa rade foraine qui offrait les conditions plus sûres pour l'accostage que celles de Ouida et Cotonou. Il est composé des Kotafons qui ont émigré depuis l'est de l'Afrique subsaharienne pour s'installer ensuite en Afrique de l'Ouest, en majorité au sud du Bénin, et des Khoula venus de Tado et aussi de Ewe en minorité. Autrefois, un port très actif, durant la période de la traite négrière, il attirait une population très importante qui est composée de commerçants, de fonctionnaires et d'artisans, et attirait aussi également très tôt les exploiteurs européens qui vont finir par s'établir sur la côte. Aujourd'hui, il est connu pour ses plages assez pittoresques, ses villages de pêcheurs et son attachement à la culture vaudou. Et voilà. Je viens de vous parler comme d'habitude brièvement de ce que je peux dire de façon vraiment assez sur Grand Popo. Et donc, vous voilà devant votre écran de téléphone et d'ordinateur pour me regarder raconter l'histoire de mon pays. Avant de continuer, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Ça parlera encore de la traite négrière, de l'esclavage, nana, avec des thèmes qui ne plairont pas à tout le monde. Si vous êtes dans le cas, zoom. Aussi, je n'ai pas la science infuse ni la vérité absolue. Ce que je raconte aujourd'hui a été raconté avant moi et le sera après moi. C'est normal qu'il y ait des parties avec erreur. Si vous pensez que c'est le cas, corrigez-le de façon... Voilà. L'origine du mot popo demeure assez inconnue, mais il est certain qu'à ses débuts, ce terme désignait non seulement des localités comme Grand Popo ou même Petit Popo qui n'étaient pas encore fondées, mais également une vaste région qui s'étend entre la Volta et le lac Aémé. Une hypothèse qui est assez plausible va suggérer que le mot popo aurait été inspiré des premiers navigateurs européens, qui étaient les Portugais, qui auraient repris l'exclamation d'étonnement d'un habitant. On aurait dit l'histoire de Ouida là, non? Qui a exclamé « Popo », qui signifie regarde, tu vois. Et ce thème aurait attiré leur attention et a servi plus tard à désigner la région sur la carte. Il dit popo, eux ils ont dit popo alors que c'est popo. Les Khoula se désignent eux-mêmes par ce nom, tandis qu'ils sont appelés les plats par les Minans. Et souvent ils disent les popos. Et du coup le mot popo en portugais signifie pêcheur. Et du coup quand tu dis grand popo, ça veut dire grand pêcheur. En disloquant en fait le mot Khoula en deux, on a, quand tu veux l'écrire bien, tu as un WL accent. Et du coup ça te fait la, Khoula. Ouais, donc le ha veut dire la mer. Et le la veut dire à côté. Ainsi, Khoula va signifier littéralement du côté de la mer. Genre les gens qui habitent à côté de la mer. On va maintenant au tout début de la création du royaume. Tout en considérant que les informations sont éparpillées, continuez quand même cette vidéo. Et là, j'ai 2 versions qui vont quand même vous intéresser. Après avoir quitté leurs origines communes, que je dis depuis le début de cette série, avec les autres peuples du sud de Bénin situés à Adja-Tado ou Adja-Sado, les Khoula avec leurs frères, les Huela ou Peda, qui sont en fait 2 communautés qui partagent une affinité pour les régions lacustres, se sont dirigés vers la rive du fleuve Mono pour fuir les multiples guerres tribales. Les Huela vont s'établir d'abord sur les rives du lac Aémé, puis vont migrer vers la vallée du Mono à Agomé-Savé avant de rejoindre le littoral. Certains vont trouver refuge dans une grande forêt dominée par des arbres imposants appelés Ada, et ce qui va donner plus tard naissance au nom du village Adamé, qui signifie à l'intérieur du Ada. Et ce sera alors le premier village qui a été fondé par les Khoula. Les Khoula
vont préférer vivre encore plus près de la mer où ils vont pratiquer principalement la pêche en mer, tandis que les Huela vont privilégier le bord des lacs pour les pêches lacustres. Bien que l'agriculture va occuper une place assez secondaire, les proximités des étendues d'eau sont essentiellement utilisées par les peuples riverains qui vont trouver dans ces régions aquatiques un environnement assez stratégique et protecteur. Aux alentours de 1600 comme ça, le village élevé Aputagbo et Gbefa était habité par les Weda ou Peda qui occupaient toute la côte depuis le Mono jusqu'à Savi. Ce sont eux en fait qui ont donné, d'après cette histoire, le nom à la ville de Wida ou Hueda. À l'origine, le roi des Peda résidait d'abord à Tori avant de s'établir à Savi puis à Peda. Toutefois, à la fin de la guerre, avec les fonds, il fut contraint de s'installer à Petu, à 3 km au nord-ouest de Kome. Et à Petu, le roi était représenté à Aputagbo par un sous-chef. Les Peda se distinguent par un signe assez particulier et ils portent 10 tatouages, ils le portent plus maintenant, répartis comme suit, 2 entre les yeux, 2 sur la paume des mains et 2 sur chaque tempe près des oreilles. Leur fétiche est le Dongbe, c'est-à-dire le serpent python qui est symbole sacré dans leur tradition. Selon d'autres traditions, les plats viennent du royaume de Djeken ou Jekin, situé au bord du lac Nokwe entre Agnanaken et Ketono. Les plats ont une coutume d'envoyer le chef se faire couronner à Tado, qui est en fait le berceau de la race Adja, ce qui confirme qu'ils viennent tous vraiment de Adja Tado. Et les plats portent également 3 cicatrices qui sont distinctives, plus aujourd'hui, entre les yeux et une sur chaque pommette. Concernant les roulats, Robert Pazi va affirmer, sur le lac Aen, je pense vraiment que c'est le lac Aemé, mais je dis Ayen au cas où, genre, vous tombez sur un truc et puis vous le lisez comme ça. Les émigrants vont apprendre l'art de la pêche. La forêt de cette région était aride et c'était pas suffisant et n'était vraiment pas riche en gibier pour nourrir en fait toute la population. Il a fallu donc recourir aux petits poissons qu'on aime bien. Mais, au bout d'un certain temps, peut-être à cause de la croissance démographique bien sûr, les rois vont décider de s'avancer vers l'aile de la mer et s'établir à Agomeseva. Ils laissèrent leurs frères à la maison. Hula ou Popo désigne d'abord ce village qui est situé au bord de la mer. Ensuite, le terme Popo s'applique pour les différents quartiers Hula à Cotonou, près de l'ancien Wafo, qui n'existe plus aujourd'hui. Et leur principale activité, bien sûr, la pêche. Eux aussi, quand ils sont allés là-bas, c'est la pêche. Du coup, la majorité des gens qui vendent du poisson au port de Cotonou, c'est les Hula, les Popo, les plats. Après cette innombrable information pour montrer d'où ils viennent, de plusieurs façons différentes, je continue par rapport à leur expansion. Malgré cette expansion, certaines hostilités ont persisté dans la région, notamment à cause des différentes attaques qui sont menées par des troupes ainsi que des vicissitudes dues au milieu naturel, comme l'inondation pendant les crues du fleuve Mono, ainsi de suite. En d'autres termes, il n'y avait pas de stabilité ou de quiétude sociale. Face à cette situation, le roi tenté à Vankou va perdre la vie. Son successeur, Meto Aoussa, intronisé à Tado, comme je l'ai dit plus tôt, c'est comme ça qu'on fait pour les rois, va être chargé de trouver des solutions pour faire face aux multitudes d'attaques et aux différentes difficultés qui étaient en ce temps-là assez constantes. Il va envoyer alors son guerrier, Egbeto Doyowe, chercher un terrain assez sécurisé, aboutissant finalement au village de Agmanakin. Pour rendre le peuple roi puissant et invulnérable, le roi Meto va entreprendre des recherches pour trouver la force des forces. Ces investigations vont aboutir à des pratiques rituelles associé au serpent BOA. Ce dernier, en tant qu'animal chasseur redoutable, ne manquait jamais sa proie et possédait en fait une capacité assez unique de se rendre invisible à ses prédateurs. Et dès qu'il saisissait sa proie, bien sûr, vous connaissez ça, je ne vais pas aller dans les détails, il l'étranglait et l'étouffait. Du coup, le roi entourait de nombreux rituels qui amplifiaient la puissance de cet animal. Le roi va donc faire recours à cet animal-là, combiné aussi avec des formules magiques lors des différentes sorties guerrières. Et cette force était réservée qu'à la royauté et les représentants qui étaient privilégiés. Des royalistes étaient donc désignés comme étant des prêtres qui sont chargés de manipuler cette puissance divine. C'est ainsi qu'est né le clan d'Ogblosuvi, dont le dieu tutélaire et ancêtre éponyme est Dogbosu, qui signifie Dogbosu, qui signifie le serpent Béoua. Et ce culte va rendre service à tout le peuple roi et par conséquent, ils vont prendre le nom du groupe ethnique social. On l'appellera désormais roi Dogbosu. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de
de rentrer un peu dans la culture religieuse des Kula. Vraiment, ils disent tout le temps, quand ils sont dans les problèmes là, d'aller voir le dain. Mais c'est pas tous les Kula. D'après ce que je sais, c'est pas eux tous. Quand c'est gâté là, quand tout est gâté, il est important de souligner que cette protection divine se manifeste encore aujourd'hui, comme je suis en train de le dire là, notamment à travers le temple qui a été dédié à Doglosu devant la cour royale et au seuil des domiciles des différents chefs guerriers à Agbonik et à Heve. La seconde version de cette histoire. Les Hula, franchement quand vous écrivez H-U-L-A là, ça m'énerve. Et les Peuls côtiers du Bé, peuple originaire bien sûr de l'ancien Tado. Selon la légende, l'ancêtre des Hula était en fait l'aîné de 3 frères issus d'une famille royale. Ce dernier aurait dû fuir leur village après avoir tué un messager rival. Sa fuite va conduire à la fondation d'un royaume appelé Adja Honwe, situé à environ 25 km au sud-est de Tado. Cependant, après la découverte de leur emplacement, les réfugiés vont devoir repartir. Et les 3 frères vont décider de se séparer. Il s'agit de Avlekbo, qui est l'ancêtre des Hula, qui lui va s'enfuir vers Adamé sur la rivière Mono, tandis que ces 2 autres frères vont partir vers Dodome et Alada, où ils vont devenir les ancêtres des fonds. Et là, franchement, c'est comme si ça déformait ce que j'ai raconté par rapport à Alada, parce que l'histoire d'Alada, c'est un frère qui a fui, ensuite a eu les enfants. C'est pas genre, ils étaient pas, ça veut dire, alors que tous, franchement, c'est tous des assassins. Tout dit que tout arrive, il faut que fuir. Il faut que... Les poursuivants vont venir de Tado, ils vont traquer les différents frères, ce qui va obliger le peuple d'Avlekbo à fuir encore cette fois-ci en direction de la rivière de Agbanake. Et arrivé sur cette place, Avlekbo va entendre une voix étrange et puissante. Lorsqu'il va consulter un devin, celui-ci va lui expliquer en fait que le bruit provenait de l'eau et qu'il n'y avait rien à craindre. Avlekbo va se diriger alors vers l'endroit où le bruit des vagues frappait la plage et était de plus en plus fort. Pour la première fois, il va apercevoir la mer et va décider donc de s'installer à la bordure de la mer avec ses congénères. Suivant les différents conseils reçus, le roi va se laver dans l'eau de la mer, ce que le devin va interpréter plus tard comme un présage de prospérité. Et dès lors, la mer va devenir très sacrée pour les popos. Si tu tombes vraiment sur un popo et que on ne te montre pas à tel point, même le poisson est sacré, faut laisser. Malgré les différentes promesses de richesse, la prospérité se fit attendre sous le règne d'Avlekbo. Et ce n'est que sous celui de son petit-fils Pos que les premiers marchands européens vont arriver. Bien accueillis, ils vont promettre de revenir, ce qu'ils vont faire bien sûr en apportant des cadeaux, dont des tissus, des outils agricoles et des graines. Pos va planter ces graines à Agoué, une localité créée à cet effet située à environ 12 km de Agmanankin. Lorsque les marchands européens vont revenir, ils vont apporter ensuite des moules de perlière utilisés en fait comme monnaie et du sel en échange des différents produits agricoles qu'eux ils vont cultiver sur place. Ce n'est qu'en 1881 que les popos vont demander finalement le protectorat de la France. Après d'innombrables batailles, j'ai pas des informations sur les guerres parce que je pense que la majeure partie des guerres qu'ils ont eu à faire, c'est avec Abomey parce qu'ils étaient un peu mélangés avec Ouida. Ce ne fut que 4 ans plus tard qu'ils vont finalement obtenir satisfaction. Et en avril 1885, le commandant supérieur des établissements français du golfe de la Guinée va donner de l'ordre au lieutenant Vaisseau Pornet de venir établir le protectorat français sur Popo. Et Pornet va quitter donc le Gabon à bord du navire le Messenger et va arriver en raid de Cotonou le 8 avril. Il va ensuite débarquer à Popo le 10. Le traité du protectorat de la France a été signé le 12 avril 1885 entre le prince Djodo, résident à Agmananke, Heve et Msoukwe. Dekpena emene nongwenuho domego domie. Ekwe kaka miambe et zonzande. Nous sommes à la fin de ma vidéo. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Si cette vidéo vous a captivé ou pas, faites-le quand même. À très bientôt pour d'autres voyages dans le passé.